Ces deux hommes, ce sont le révérend Père Pire, prix Nobel de la paix, et M. Otto Frank. Dimanche dernier, en Allemagne, ils ont scellé ensemble la première pierre du village européen qui portera le nom d'Anne Frank, la petite juive allemande dont le journal intime, écrit dans la cachette où elle a échappé 2 ans en recherche de la Gestapo, a fait entendre au monde l'acte de foi déchirant d'une enfant de 13 ans qui disait « Je crois, je continue à croire que dans le fond de leur cœur, les hommes sont bons ». Anne Frank est morte tuée de la main des hommes, mais son livre est traduit dans toutes les langues. Le fantôme de son visage brille chaque soir pendant quelques heures sur les scènes de plusieurs théâtres du monde. Au cinéma, elle aura pour vous bientôt le visage de cette jeune vedette que vous ne connaissez pas encore, Millie Perkins. Et la semaine dernière à Amsterdam, Millie Perkins a visité la fameuse maison du Quai des Princes, devenue historique, où Anne a vécu cachée 2 ans. 5 colonnes à la une a voulu vous faire faire à vous aussi ce pèlerinage bouleversant. Alors je suis parti sur les pas d'Anne Frank. À Amsterdam, j'ai vu la vieille tour dont le carillon, pendant 2 ans, a égrené chaque quart d'heure de la vie d'Anne. Sous le soleil, j'ai vu le canal qu'un linceul de pluie recouvrait le matin de son arrivée. Des échafaudages masquent la façade qu'elle a vue en levant la tête. Les pierres aussi, pour se souvenir, ont besoin parfois qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Dans le jardin désert dont les murs bordaient son horizon, j'ai cherché la fenêtre de sa chambre, qu'un rideau masquait nuit et jour. En quelques pas, j'ai fait le tour de ce domaine dont elle disait les premiers jours, j'ai l'impression de passer des vacances dans une pension très bizarre. J'ai franchi le seuil du grenier où elle rejoignait Peter, son premier et son dernier amour au milieu de cet univers de haine et de peur, souvenez-vous. Un cauchemar pesait sur l'Europe. La cruauté de ces scènes pendant 2 ans a battu le rivage du grenier d'Anne Frank, et j'ai vu à Bâle un homme qui n'a pas réussi à les oublier. Il a bien voulu entrouvrir pour nous un album qu'il n'aime pas regarder. Cet homme, c'est le père d'Anne Frank. Vous ouvrez souvent cet album, monsieur Frank? Non, monsieur. Vous savez, je connais tout par expérience, et pour moi, ce n'est pas nécessaire de regarder les photos. De revenir sur le passé? Non. Car le passé revit dans ces photos. Oui, et moi, je préfère travailler pour l'avenir. C'est derrière cette bibliothèque qui cache une porte que vous avez vécu 2 ans, monsieur Frank. Oui, ça, c'est la porte camouflée. Et derrière sa porte, il y a les chambres. Personne sans doute qu'il y a là encore des étages où les gens peuvent vivre. Et voici la pièce où vous preniez chaque jour vos repas. En effet, c'était la pièce des Vandanes, où les Vandanes vivaient et où nous avions eu notre dîner, tous les repas. Ça, c'était l'escalier de la chambre de Peter, que je veux appeler l'escalier des pommes de terre, parce qu'Anne a écrit qu'elle allait au grenier pour chercher des pommes de terre. Elle a dû monter cet escalier. Sur cette carte, vous suiviez l'avance alliée en Normandie. Oui, cette carte était à la mur et naturellement les épingles étaient en couleur. On a mis les épingles pour voir les progrès des Alliés. Comment aviez-vous des nouvelles des Alliés? Nous avions eu un petit radio. Ici, c'est le mur de la chambre d'Anne. Oui, Anne a écrit qu'elle a décoré sa chambre. Elle avait sa collection de films. Et même, vous voyez là, la princesse, maintenant la reine d'Angleterre et princesse Marguerite Rose, et même une photo de la
famille royale de la Hollande. Cette fenêtre, je crois que c'est important parce qu'on voit encore le rideau que vous aviez en permanence tout le jour pour qu'on ne voit pas qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Oui, c'est le vieux rideau qu'Anne et moi cousaient ensemble. C'est assez sale maintenant après toutes ces années-là, mais on l'a laissé encore parce que c'est encore l'original. C'est la fenêtre où j'étais arrêté parce que devant cette fenêtre, il y avait une petite table et Peter et moi-même, nous avons fait des leçons d'anglais ou de français et tout à coup, il y avait un Nazi avec son revolver et il nous arrêtait. C'est justement devant cette fenêtre, ce petit escalier. Ce jour-là, à la date du 4 août 1944, le journal d'Anne Frank s'est arrêté. Dans la maison du Canal des Princes, aux premières heures de l'après-midi, une jeune femme travaillait. C'était l'amie d'Anne, celle qui ravitaillait la cachette. Dans son journal, Anne l'appelle Miep. Je l'ai retrouvée. Miep, pendant combien de temps vous avez ainsi partagé le secret de ce qui se passait de l'autre côté de la cloison? Pendant 2 ans, monsieur. Et pendant ces 2 ans, est-ce que vous avez souvent rendu visite à Anne Frank dans sa cachette? Oui, chaque jour, monsieur. Mais quel est le dernier souvenir, l'ultime souvenir que vous avez conservé d'Anne Frank? Je crois que c'est le jour où on est venu l'arrêter avec ses parents. Et ce jour-là, il y a une histoire dont il faut se souvenir. Vous ne l'avez pas vue parce que les Allemands vous avaient enfermé dans le bureau du rez-de-chaussée. Vous avez seulement entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je les ai entendus partir. D'abord, ils sont pris le couloir. Puis, ils sont descendus l'escalier. Je percevais le bruit de bottes et celui des pas léchés, et enfin les pas les plus léchés, ceux d'hommes. Ils s'étaient habitués à marcher tout doucement pendant ces 2 ans. On ne l'entendait que lorsque l'on savait que c'était elle. Miep, plus jamais, ni le jour ni la nuit, vous n'entendrez au-dessus de votre tête le pas léger d'Anne Frank. Son dernier voyage a commencé ici. Beaucoup d'étapes, Westerbrock, Auschwitz, Birkenau, avant l'ultime étape Bergen-Belsen. Beaucoup de noms qui n'ont pour nous qu'un synonyme, la mort. Mais le monde du malheur est petit. À Bergen-Belsen, une amie de collège d'Anne, Lys, dont elle parle dans son journal, a relevé sa dernière trace. Après, c'est l'ombre qui commence. Et à Tel Aviv, Pierre Dumayet a retrouvé Lys, le dernier témoin. Voyons, vous étiez à Bergen-Belsen toutes les deux, mais dans des camps différents, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui vous séparait? Des fils de fer barbelés? oui, et un mur de paille. Un mur de paille, si bien que vous ne pouviez pas voir ceux qui étaient de l'autre côté. Oui, Et un soir, comme vous saviez que Anne était de l'autre côté, un soir, une nuit, en vous cachant, vous êtes allé tout près de ce mur de paille et vous avez appelé Anne. oui, Et quelqu'un a entendu. oui, une dame hollandaise. Une Hollandaise a Oui. entendu. Est allée chercher Anne. Oui, Et Anne est venue. Que lui avez-vous dit? moi je l'ai demandé si elle sait que ma maman, elle est morte. Et elle m'a répondu qu'elle n'a plus les parents. Elle croyait que son père était mort aussi. Aussi, oui. Elle vous a parlé de sa sœur. Oui, qu'elle est très malade. Que vous a-t-elle dit encore? Elle m'a dit qu'elle n'a plus les cheveux. Qu'on lui avait coupé les cheveux. On l'a coupé tous les cheveux, oui. Elle était très fière de ses cheveux. Oui, qu'elle était une petite fille. Elle vous a demandé quelque chose. Elle vous a demandé quelque chose pour elle et pour sa sœur. Oui, nous avions les petits paquets, les croix rouges, Oui. et je l'ai promis de De lui envoyer, de lui De en lui jeter envoyer un par-dessus autre le mur. jour. Oui. quelque chose.
Et quelques jours après, vous êtes venu avec un paquet, avec un peu de vivres et un peu de vêtements, et Oui. vous l'avez jeté par-dessus le mur de paille. Oui, Et qu'est-ce qui s'est mais passé? à côté d'Anne était une autre femme. Oui. Moi, je ne pouvais pas voir. Et elle a pris ce paquet. Et moi, j'ai seulement entendu le pleur d'Anne. Je suis allé à Bergen-Belsen. Il ne reste plus rien du camp que les soldats anglais à la libération ont détruit au lance-flammes par peur du typhus. C'est à peine si par endroits, à l'emplacement des baraques, l'herbe a conservé encore la trace des pas. Un peu partout, de jeunes arbustes sauvages ont déjà repoussé sur cette lande où dorment entassés des milliers de morts. C'est là qu'il y a 2 ans, un petit dominicain belge inconnu est venu au rendez-vous d'Anne Frank. Le prix Nobel de la paix nous a révélé depuis peu son nom, le père Pire. Mon père, je voudrais que vous nous contiez votre pèlerinage, en quelque sorte, à Bergen-Belsen. Ce pèlerinage s'est situé pour moi en octobre de l'année dernière, en octobre 58, au cours d'un voyage que je fais chaque année dans les camps de personnes déplacées du nord de l'Allemagne. Vous savez que Bergen-Belsen se situe à mi-chemin entre Hanovre et Hambourg, à droite de la grande route, à gauche de la grande route. C'est une immense plaine et j'ai pu passer là une heure mémorable dans cette triste campagne pleine de bruyères et de petits arbustes, dans laquelle on voit des petits tombeaux d'1 mètre de haut à peu près, contenant chacun les cendres de corps déportés, parmi lesquels, anonymement, les cendres d'Anne Frank. Quand vous êtes là-bas et que vous voyez ces immenses tombeaux, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que ça ne recommence pas? Sous les tumulus de Bergen-Belsen dorment 30 000 Juifs. Et pour vous, la pensée d'Anne Frank, à ce moment-là, représentait quoi? Vous conduisez à quelle conclusion? Pour moi, Anne Frank était une petite fille dont j'avais lu la vie bouleversante, le journal. La fraîcheur de son âme m'avait profondément touché. J'avais eu l'occasion de discuter souvent de la vie d'Anne Frank avec des jeunes gens et des jeunes filles. Et j'avais dans le cœur le désir de donner le nom d'Anne à l'un de mes villages européens, après les grands noms de Nansen, Schweitzer, c'est-à-dire des types qui avaient au fond donné leur vie pour l'humanité. À Aix-la-Chapelle, j'ai vu l'un de ces villages qui portera le nom d'Anne Frank. Quelques dizaines d'hommes et de femmes y font le réapprentissage le plus difficile, celui de la liberté. 15 ans dans les camps ont fait d'eux des invalides de l'âme à rééduquer. Mais leurs enfants, eux, n'ont rien à oublier. À une fenêtre, un quart de seconde, j'ai cru reconnaître la silhouette d'Anne Frank. Elle lui ressemblait comme un positif à un négatif. Comme le bonheur au malheur. Et en voyant tous ces enfants, dont la plupart sont nés dans des camps, j'avais encore dans l'oreille la voix du père Pire, parlant durement de la mort d'Anne Frank à Bergen-Belsen. Pour vous le dire le plus simplement du monde, je trouve qu'une enfant de 14 ans a le droit de vivre et ne doit pas mourir, certainement pas mourir de façon aussi atroce. Pour moi, c'est une mort qu'on aurait dû éviter. J'accepterais qu'une enfant soit écrasée par une automobile à l'âge d'Anne Frank, mourant dans un camp de concentration, mais je ne puis pas comprendre que la méchanceté des hommes fasse mourir des petites filles. Et je me disais que les bourreaux d'Anne Frank devaient bien avoir eux aussi des enfants qui ont aujourd'hui l'âge qu'elle avait le jour de son arrestation.
À Bergen-Belsen, chaque année, le mois anniversaire de sa mort, le mois de mai, des milliers de jeunes Allemands et de jeunes Allemandes vont porter des fleurs à Anne Frank. À quoi pense-t-il? Pour le savoir, j'en ai interrogé deux. Manfred Reuter a 19 ans, son père est mécanicien à Berlin. Ingrid Schönfeld a 17 ans et son père est ingénieur, je crois, à Hambourg. Elle est très jolie. Je voudrais demander à Manfred Reuter quand il a appris qu'il avait existé des camps de concentration dans son pays. J'ai entendu à l'école de cette Bergen-Belsen de mon professeur, mais je crois on ne peut pas entendre à toutes les écoles de Bergen-Belsen, car les professeurs sont différents, n'est-ce pas? Oui. Tous les professeurs ne parlaient pas des camps de Ah oui, concentration. oui, je crois. Oui. Manfred, est-ce que votre père ne vous parlait pas de ces camps? Ah oui, il avait parlé avec moi. Il a parlé avec vous. Est-ce que vous pensez que pendant la guerre, il connaissait l'existence de ces camps et des crimes qu'on y commettait? Oui, je crois qu'il connaissait, mais il ne pouvait faire rien, oui, contre cette Bergen-Belsen, comme 1000 autres gens. Oui. Je m'adresse maintenant en particulier à Ingrid, parce que elle n'était pas née à l'époque où ces choses-là se sont passées. Ingrid, depuis quand savez-vous ce qui s'est passé à Bergen-Belsen et dans d'autres camps? Je sais de Bergen-Belsen depuis quelques jours. Depuis quelques jours seulement? Par l'organisation? Par l'organisation de jeunesse. Personne ne vous avait jamais parlé des camps? Non, personne. Vos professeurs n'en parlaient pas? Non. Et vos parents ne vous en parlaient pas non plus? Non, pas aussi. Qu'avez-vous senti lorsque vous avez appris que ces choses... J'étais très choquée. Aujourd'hui que vous savez que ces camps ont existé, est-ce que vous pensez que les gens qui ont l'âge de vos parents sont coupables de cela? Oui, oui. Je le crois aussi, monsieur. Mais mes parents, seulement, non, Oui. mais tout le peuple, oui. Ingrid et Manfred pensaient-ils ce qu'ils m'ont dit, je le crois. Mais il y a en Allemagne, et peut-être pas seulement en Allemagne, des dizaines de milliers de Manfred et d'Ingrid. Et il dépend d'eux, de vous, de moi, de nous tous, qu'Anne Frank ne soit pas morte pour rien.